Au LIBM, laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, nous intéressons au sport et à l'activité physique. Au sport pour la performance, la prévention des blessures, mais aussi à l'activité physique pour la santé. En effet, notre objectif est d'adapter l'activité physique à l'état de santé de chacun, y compris lorsque je suis atteint de pathologies chroniques. Dans le cadre de la biomécanique de la locomotion, nous intéressons à la marche et à la course à pied. Deux activités très différentes. En effet, pendant la marche, je suis toujours en contact avec le sol et d'ailleurs la marche est considérée comme une succession de chutes d'un pied sur l'autre vers l'avant tout le temps, avec le pied qui finalement constitue une base pour mon équilibre pendant que je passe au-dessus, puis après qui me propulse vers l'avant à la fin de cette phase de contact au sol. Pour la course à pied, c'est très différent. En course à pied, j'enchaîne des petits sauts vers l'avant, donc la course à pied est constituée de phases de contact au sol et de phases de vol. Ces phases de vol sont intéressantes parce qu'à chaque fois que je retombe au sol, mes muscles et mes tendons vont travailler comme un élastique. Ils m'ont donc stocké une partie de l'énergie que j'avais et me la restituer à la fin de la phase d'appui pour me propulser vers l'avant. On parle de cycle étirement-contraction. En course à pied, ce cycle de stockage-restitution est très efficient puisqu'en fait il me permet de courir de 12 à 16 km/h avec la même dépense énergétique rapportée par mètre parcouru. Spontanément, la plupart d'entre nous passons de la marche à la course autour de 8 km/h. C'est la vitesse à partir de laquelle il est moins intéressant de marcher que de courir d'un point de vue énergétique. Pour autant, si la course est efficiente, elle peut présenter certains inconvénients. Notamment, à chaque réception, bien entendu, il y a un choc du pied contre le sol et ce choc génère une onde de choc qui remonte dans le corps qui va entraîner des sollicitations ostéo-articulaires et musculo-tendineuses importantes. C'est pourquoi, en fonction de mon état de forme, je vais choisir de marcher ou de courir selon que je suis capable ou pas de supporter ces chocs et ces vibrations. Ainsi, si mon objectif c'est de perdre du poids ou de me réentraîner après une phase de sédentarité, j'ai tout intérêt à marcher. Marcher vite, mais marcher. Pourquoi ? Parce que m'exposer au choc de la course à pied pourrait être délétère et entraîner chez moi des pathologies de sursollicitation. Inversement, si je suis un sportif de haut niveau, bien entendu, je vais courir, mais je vais faire attention dans ce cas-là à optimiser ce cycle étirement-contraction en ayant les bonnes chaussures et en étant surtout musculairement préparé à ces enchaînements de chocs. Que ce soit dans la littérature scientifique ou dans le domaine sportif, on parle actuellement beaucoup de courir pieds nus. Qu'en est-il exactement ? Sommes-nous tous capables de courir pieds nus ? Nous ne sommes pas capables de courir pieds nus si nous ne sommes pas suffisamment entraînés pour cela. En effet, si je reprends l'activité physique et que je suis légèrement en surpoids et pas assez musclé, la course pieds nus va générer des contraintes musculaires trop importantes et je risque de me blesser avant même de ressentir les effets bénéfiques de l'entraînement. Même si je suis très entraîné, il conviendra d'être très attentif sur la dose à laquelle je serai exposé lors de la course pieds nus. En effet, malgré mon renforcement musculaire lié à la course régulière, je peux être exposé à des chocs et à des vibrations très importantes lorsque je cours pieds nus. Il convient donc d'alléger la charge d'entraînement avec la course pieds nus, en ayant des entraînements plus courts et surtout des phases de récupération assez longues entre chaque entraînement.